marche. Ça y est. Voilà, donc nous sommes en live. Donc je pense que c'est tout bon. Bonsoir Johanna. Bonsoir Sheila. Je suis très heureuse de t'accueillir au nom de Action 21 Lyon 69. Et je te remercie beaucoup d'être présente ce soir sur ce live pour parler à tous les parents qui sont engagés actuellement dans une lutte pour protéger leurs enfants. Donc, tu es psychologue, Johanna, dans la région lyonnaise. Je te laisse te présenter. Oui, donc effectivement, je m'appelle Johanna Micou, je suis psychologue. Je travaille en cabinet privé au nord de Lyon. Voilà, je reçois un public majoritairement adulte, mais j'ai une grande pratique auprès des enfants parce que j'ai travaillé une dizaine d'années en protection de l'enfance, donc pour aider des enfants et des parents qui avaient du mal à vivre ensemble et dans le domaine de la maltraitance. Et je pense qu'on va y revenir par rapport au sujet qui nous intéresse. Je suis également maman, et ça c'est important pour moi de le dire parce que j'interviens aussi avec cette casquette de maman, même si mon discours va être majoritairement celui de la psychologue, qui est un discours qui permet de mettre du sens aussi à ce qu'on vit. Donc j'ai 2 enfants, une fille de 11 ans qui est en 6e et un garçon de 9 ans qui est en CM1. D'accord. Voilà. Et peut-être une dernière chose, Sheila, je parle, bon, c'est bien sûr moi qui vais parler ce soir, mais je parle aussi au nom de beaucoup de mes confrères et consoeurs psychologues, thérapeutes, psychothérapeutes, psychanalystes. Et je suis vraiment très fière de faire partie d'un collectif qui s'appelle Conscience, Santé, Liberté, où nous sommes un collectif de professionnels de la santé mentale, de la santé psychique, et nous sommes très inquiets par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre. Voilà, donc je parle aussi en leur nom. Tu es dans un regroupement, une association? C'est un collectif, voilà. Un collectif, qui a un nom? Oui, donc Conscience, Santé, Liberté. Conscience, Voilà. Santé, Liberté. Donc on est en train de s'organiser, il va y avoir prochainement des pages sur les réseaux sociaux pour nous trouver. Mais voilà, c'est un collectif qui regroupe de nombreux thérapeutes, de nombreux psychologues. Il y a un article qui a été publié, qui a été écrit par certaines de mes consoeurs que j'ai co-signé. Et voilà, on essaye d'expliquer, j'ai envie de dire, le plus simplement possible la situation que nous vivons, parce qu'on estime vraiment que le fait de mettre du sens sur un vécu qui est très anormal depuis autant de mois permet de mieux avancer, en fait. Bon, eh bien, écoute, on attend vos réseaux avec impatience et nous vous suivrons parce qu'on on n'a jamais eu autant besoin d'expliquer la psychologie quand c'est temps très on va dire unique. Jamais on a connu ça. Donc nous, on est dans l'attente vraiment d'une explication de notre santé mentale qui va nous permettre d'avancer. Donc merci en fait de t'engager, merci pour oser prendre la parole parce que ça aussi c'est difficile en ce moment. Les psychologues, on n'est pas très forts pour prendre la parole, pour oser de sortir de notre fameuse neutralité bienveillante qu'on nous enseigne à la fac. J'ai suivi le live que tu as donné avec Liz Nathanson, ma consoeur, mercredi, et qui parlait aussi de cette nécessité, je pense, de sortir aussi en tant que psychologue, d'élever nos voix et de parler, parce que bien sûr qu'on est soumis dans nos métiers au secret professionnel, mais il y a quand même un bémol, c'est que quand on assiste à de la maltraitance auprès de personnes vulnérables, auprès d'enfants notamment, on doit dire les choses en fait. Et je pense que c'est important aujourd'hui. Moi, j'ai pas envie d'être dans un discours de peur, j'ai pas envie d'être dans un discours de culpabilisation, parce que je pense que tout le monde a suffisamment à faire avec ces 2 thématiques. J'ai vraiment envie d'essayer de mieux expliquer aux parents
aux ados aussi peut-être qui nous écoutent, aux grands-parents, bref, et aux professionnels, hein, je pense beaucoup aux enseignants aussi, qui sont très très malmenés en ce moment et depuis de nombreux mois. Voilà, donc la mise en sens, je pense, est très importante en tant que Ah oui, psychologue à oui. faire. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, donc, tu sais que nous sommes un collectif de parents à Oui. Action 21 à Lyon, un collectif de parents engagés dans cette lutte qui est arrivée vraiment très soudainement parce que Mm. du jour au lendemain, nous sommes retrouvés avec une obligation du port du masque à l'école. Comme ça, 48 heures avant la rentrée des vacances de Toussaint, on nous a Mm. annoncé que désormais nos enfants, dès 6 ans, donc dès le CP, C'est ça. devraient porter un masque en continu à l'école. Donc déjà, c'était un choc, fallait l'encaisser. Et puis petit à petit, en fait, les mesures, le protocole sanitaire s'est durci. Et Mm. aujourd'hui, on en arrive quand même à un point qui est juste inimaginable, ce qui se passe actuellement dans les écoles. Euh, Tout ça pour dire que nous sommes les parents qui avons subi en fait très violemment le décret de l'État qui va infliger ce protocole sanitaire à nos enfants. Moi, personnellement, je le vois comme une maltraitance. Est-ce que pour Mm. toi, le terme déjà maltraitance peut se justifier? Alors oui, mais je vais apporter une nuance. Euh, enfin, j'ai des prérequis dans ma pratique professionnelle, mais aussi dans ma vie d'une manière générale. C'est que en tant qu'être humain, on a un bon fond, hein. On est des humains, on est des êtres sociaux, on est des êtres de cœur. Et je crois que fondamentalement, tous les parents ont envie que leurs enfants aillent bien, hein. C'est un prérequis. Moi, je ne peux pas imaginer qu'il y a des parents qui veulent et qui cherchent que leurs enfants aillent mal. Je pense que tous les enfants ont envie que leurs parents soient fiers d'eux et que leurs parents aillent bien. Et je pense aussi aux enseignants, comme je disais, tous les enseignants ont envie de faire leur travail d'enseignement dans de bonnes conditions et ont envie d'avoir des élèves qui apprennent bien. Donc, la maltraitance, ce thème peut être abordé vu la situation, parce que nous sommes dans une situation où nous sommes maltraités, parce qu'il n'y a pas de concertation, il y a des décrets qui tombent, il y a des injonctions paradoxales. Un jour on nous dit blanc, l'autre jour on nous dit noir, et quand on fait l'un, on nous reproche l'autre, etc. Donc, des conditions maltraitantes que nous vivons depuis autant de mois peut effectivement, à des moments, faire que nous adoptons des comportements qui peuvent être maltraitants. Mais nous ne sommes pas des parents maltraitants. Je fais une différence entre l'être et le comportement. Et ça, c'est Alors, important pour moi parce que dire à un parent qui, par exemple, ne réagit pas ou à un parent qui, par exemple, se soumet aux injonctions de la politique soi-disant dite sanitaire, ça ne fait pas de lui un parent maltraitant, mais un parent qui a un comportement qui peut être maltraitant pour son enfant, en fait. Voilà, et c'est pour ça que j'ai aussi envie d'apporter ces informations et ces explications sur les mécanismes du stress, parce que nous sommes des adultes stressés, et du coup, en fonction de notre personnalité, en fonction de notre histoire, en fonction de nos capacités cérébrales et physiologiques, on n'a pas du tout les mêmes réactions au stress. Et moi, la première, hein, je m'inclus dans le fait qu'à des moments, quand je suis sous stress important, je peux avoir des attitudes qui ne vont pas être adaptées auprès de mes enfants. Voilà, donc j'apporte cette nuance-là parce que je pense que c'est un mauvais combat que de se combattre entre parents, entre d'un côté les bons parents, d'un côté les mauvais parents, d'un côté ceux qui se mobilisent et ceux qui se taisent. Je pense que chacun gère comme il peut et moi j'aimerais que les parents arrivent à mieux se comprendre, même s'ils réagissent différemment à cette situation pour mieux se soutenir, parce qu'on a besoin de se soutenir. Je ne sais pas si c'est clair en termes de distinction. oui, alors sur ça, je voudrais te demander, Johanna, en fait, euh, la première question, c'était plutôt, est-ce que ce port du masque imposé, est-ce que ça peut
justifié comme une maltraitance envers l'enfant? Oui, c'est une attitude et des comportements maltraitants envers l'enfant, mais pour plein de raisons que les médecins, les psychologues, les parents, bien sûr, alertent depuis des mois, tout simplement parce que ça ne respecte pas du tout les conditions pour un bon développement du système nerveux d'un enfant. Il y a encore dans notre société beaucoup de parents, mais parce qu'ils n'ont pas l'info tout simplement, c'est pas de la mauvaise volonté, mais qui pensent un enfant, c'est un adulte en miniature, alors qu'en fait, un enfant, c'est un être humain en construction. Et quand on sait qu'un cerveau, un système nerveux termine sa maturation à 25 ans, Oui, eh ben, on se dit que pendant 25 ans, le cerveau n'est pas terminé dans sa construction. Et l'âge, tout ce qui se passe dans l'enfance, bien sûr, depuis qu'on est bébé, mais tout ce qui se passe dans l'enfance est fondamental pour la maturation du système nerveux, pour l'acquisition des enseignements, pour les mécanismes de sécurité intérieure. Si je ne vois pas le visage de mes proches, si j'arrive pas à décrypter les mimiques de mon enseignant ou de mon parent, parce que les enfants, c'est ce qu'ils vivent depuis des mois, ils ont accès à 50% d'informations en moins, et bien tout ça, ça va altérer la maturité, la maturation pardon, de leur système nerveux. Alors c'est sûr que c'est invisible pour le moment. C'est invisible, on ne le voit pas, le système nerveux, mais en même temps, c'est une réalité. Et ce n'est pas Johanna qui le dit, ce n'est pas la psychologue, c'est des dizaines d'années d'études en neurosciences qui le montrent aujourd'hui. Donc, je crois que cette méconnaissance fait que du coup, on ne se rend pas forcément compte de l'impact. Et, donc, comme on ne voit pas, certains parents peuvent se dire, ben, mon enfant va bien parce qu'il ne manifeste pas de choses. Mais voilà, c'est cette nuance en fait. Mais je pense que c'est par manque d'information. oui, Donc, effectivement, pour répondre à ta question, Sheila, à ce moment-là, on peut parler d'actes maltraitants parce que ça ne répond pas ça ne suit pas comment dire, les besoins fondamentaux de l'enfant, en fait, là où il en est. oui. Effectivement, parce que c'est vrai que c'est totalement inédit en fait, hein. Bien C'est sûr. quelque chose que nous n'avons jamais connu. Mmh. Il y a ce port du masque qui existe dans certains pays asiatiques comme le Japon. Euh, et, euh, et donc, moi, j'ai eu des témoignages c'est pas des témoignages, c'est plutôt des reproches de parents japonais qui disaient ah bah, les Français, oui, bah, vous connaissez pas le masque. Chez nous, les enfants le portent depuis la maternelle. Alors, c'est vrai, au début, ils se plaignent, mais ils comprennent vite que c'est la manière de vivre en société. Mmh. Moi, je trouve que ce dialogue en dit très long, en fait. Et je pense que toi, tu pourrais le décrypter mieux. Oui, bien sûr. Alors, je ne suis pas une spécialiste de la psychologie des pays asiatiques, mais ce que je sais, alors, on parle du Japon, c'est vrai que en Asie, le port du masque est bien plus répandu que chez nous, mais il me semble quand même que le port du masque en Asie est surtout lié quand un enfant est malade, il va porter le masque, mais tout simplement voilà, pour protéger ses congénères, en fait. Sauf que nous, ça devient systématique. Alors, je te vois plus, Sheila, je ne sais pas si tu m'entends toujours. Peut-être. Bon, en tout cas, je continue. Ensuite, c'est sûr, on pense aussi aux petits Chinois qui portent le masque régulièrement. Alors, je ne suis pas persuadée que la Chine soit un exemple concernant les bonnes conditions de développement pour les enfants. Voilà. Euh, bon, je pense que culturellement, on n'a pas le même regard sur les enfants et sur leurs besoins. Euh, voilà. Alors, j'ai perdu Sheila, je me sens un petit peu toute seule. Alors, c'est bizarre de parler toute seule, donc je vais attendre. Ça y est, tu reviens. Je suis, je suis là, excuse-moi. Mais Ok. oui, Euh, j'ai quand même écouté ce que tu D'accord.
Et effectivement, en fait, c'est vrai que c'est des cultures différentes. C'est des cultures différentes. Alors après, là où on a beaucoup de chance, c'est que depuis 2, 3 jours, hein, il me semble, nous est parvenue une étude, alors qui se rapproche quand même de nous et de En notre culture. Allemagne. C'est une étude allemande. Donc on se dit, bon, autant les petits Chinois, bon, on a du mal aussi à comparer nos deux cultures tellement elles sont différentes sur le soin apporté au développement de l'enfant. Mais par contre, les Allemands, on peut quand même plus s'y référer. Et c'est vrai que cette étude qui a été faite quand même sur 25 000 enfants, hein, Ouais, c'est énorme. ils ont pas pris 100 enfants, etc. Donc 25 000 enfants qui ont été évalués, hein, dans comment ils se sentent, au niveau psychologique, au niveau physiologique. L'étude est sans appel, j'ai envie de dire. Donc l'Allemagne a au moins le mérite d'avoir évalué ce qu'elle était en train de mettre en place, chose que je déplore que notre gouvernement n'ait pas fait en fait. Voilà. Mm. Pourtant, c'est pas faute d'alerter, mais aucune étude n'est menée, en tout cas par nos gouvernants. Et encore, on ne sait pas si ils prendront en Ouais, considération, oui, hein, bien sûr. cette étude. Après, donc, c'est vrai que, donc, en fait, il y a cette idée de maltraitance euh, euh, pour avoir imposé, en fait, un protocole sanitaire sans avoir consulté, par exemple, Mmh. la communauté donc des pédiatres, peut-être des médecins un peu plus élargis que juste que le cercle euh, de ce conseil scientifique dont, en fin de compte, on a découvert qu'on ne savait rien du tout. Bien sûr. Donc, c'est juste scandaleux. Mmh, mmh. Avoir une consultation un peu plus large et qui aille vraiment dans le public concerné jusqu'aux parents. Tout Parce à que, fait. en fait, on peut éventuellement imaginer que le port du masque ait été une recommandation, c'est-à-dire que les parents qui souhaitent mettre un masque à leurs enfants parce qu'ils estiment qu'il y a un risque chez eux, Mmh. parce qu'ils ont des risques eux-mêmes pour leur santé, voilà, sur recommandation, qu'on ait le choix, soit de le mettre à notre enfant, soit de ne pas le mettre. Mmh. Et aujourd'hui, on en arrive aujourd'hui quand même à un espèce de... ce que l'on voit dans les écoles, c'est que les enseignants ont presque peur des enfants. En fait, on a l'impression que les enfants représentent un danger. Mais oui. Alors là, c'est de la psychologie aussi. Eh ben, c'est de la psychologie, mais en même temps, à leur décharge, les enseignants, ils sont soumis aux mêmes injonctions, si ce n'est plus, de leur direction et aux messages. Je veux dire, je pense que les enseignants font comme ils peuvent avec les changements de stratégie. Tous les jours, ça change, les protocoles. Là, il y a les cantines, demain, il y aura autre chose, etc. Donc, les enseignants ne sont pas consultés non plus, sont considérés aussi comme des enfants qui doivent, selon moi, appliquer des consignes qui eux-mêmes, à un moment donné, peut-être peinent à assumer parce que il y a des choses qui sont aberrantes, en fait. Et comme un enseignant qui apprend à un enfant la lecture masquée, c'est un non-sens parce que pour apprendre à lire, on a besoin de voir la bouche et les mouvements de la bouche. Enfin, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont aberrantes et je pense que les enseignants font vraiment comme ils peuvent, mais avec aussi des injonctions à suivre ce qu'on leur recommande. Mm. Hein, donc, On- ouais. oui, et on a l'impression de cette idée de perdre pied. En fait, le stress, peut-être à un moment, devient tellement étouffant C'est que ça. l'on perd sa faculté de réfléchir normalement. C'est Tout à cette fait. impression que j'ai. Mais c'est exactement ça, Sheila. Tu décris tout à fait les mécanismes biologiques, hein, au niveau de notre cerveau et du coup du corps, quand on est soumis à un stress intense. Hein. On est tous faits pour supporter des stress dans notre vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille et on vit tous des coups durs ou des moments de stress. Sauf que ces moments, s'ils restent isolés et assez rares ou en tout cas ponctuels, notre organisme, on est câblé pour faire face à ces stress ponctuels.
Le problème de la situation, c'est que ce stress, ça fait quasiment 1 an qu'on est sous stress en permanence, avec des messages paradoxaux, des injonctions, des non-sens, enfin voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui alimentent notre stress. Et en fait, juste 2 mots en fait pour expliquer les mécanismes du stress, parce que je pense que c'est important qu'on puisse mieux comprendre pour mieux aussi mettre du sens sur nos comportements qui peuvent des fois nous sembler inadaptés. C'est-à-dire que dans notre cerveau, on a vraiment, on est câblé pour faire face au stress. Donc, quand on est stressé, on a généralement 3 types de réactions. C'est des réactions biologiques, hein, c'est pas psychologique ce que je raconte. C'est vraiment des réactions biologiques en tant que mammifère, voilà, qu'on adopte. Donc, on a déjà la réaction de combat, d'attaque, hein. Donc, quand je suis stressée, eh ben, je vais me mobiliser pour affronter la situation stressante. Donc là, on va retrouver tous les parents qui sont dans la colère, dans la rébellion, sur les réseaux sociaux, qui sont dans vraiment l'activisme. Mais j'ai envie de dire, c'est important d'avoir aussi accès à cette énergie, parce que c'est aussi ça qui fait qu'on avance et qu'on se mobilise. Mais c'est sûr que si je suis trop sous stress et trop confrontée à cette charge de colère, par exemple, ou de tension, eh ben, à un moment donné, ça va m'épuiser, hein. Donc voilà, c'est toujours une question de nuance, hein. Donc la première réaction au stress, c'est l'attaque, hein, l'affrontement. La deuxième, c'est la fuite, l'évitement. Donc là, on va retrouver toute la catégorie des parents qui désertent peut-être l'école ou qu'on entend moins en ce moment dans notre entourage, qui ne se positionnent pas, qui évitent les sujets parce que c'est une réaction au stress, hein, l'évitement. Et la troisième réaction, et qui est, j'ai envie de dire, la plus compliquée physiologiquement et psychologiquement à vivre, c'est le figement, hein. C'est le figement, tu sais, c'est quand tu as tellement, tellement de stress, tu ne sais plus comment réagir et tu bugs. Voilà, Pareil. donc en fait, véritablement, dans le cerveau, c'est un peu, je caricature volontairement, mais un peu comme si il y avait quelque chose qui se débranchait. Et donc, du coup, on se retrouve dans un état de sidération, hein, on appelle ça la sidération psychique et physiologique, où je ne peux plus réfléchir, je ne peux plus me positionner, je, je suis comme un peu anesthésiée de mes émotions et de mes sentiments, je ne sens plus rien. Et donc, cet état-là, c'est un état, c'est une conséquence d'un stress anormal. OK? Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai mal au cœur quand j'entends, ça peut être dans mon entourage personnel ou quand je lis sur les réseaux sociaux ou quand même je lis des coupures de presse comme le dernier article de Charlie Hebdo. Moi, j'ai trouvé ça, Ah oui, absolument, très, très, pour le coup, maltraitant auprès des parents. Donc en fait, tout le monde maltraite tout le monde, hein. On est un peu dans un truc fou, hein. C'est-à-dire que comme on n'est pas bien et qu'on ne peut pas se faire entendre de nos dirigeants, et ben, du coup, ce mal-être, on va faire comme on peut, mais on va le décharger sur nous, en fait, hein. Donc pour ça, sur je le disais au voisin. début, c'est ça, Mm. sur le voisin, je disais au début, on se trompe de combat, en fait. Et, et quand j'entends voilà, des paroles très, très virulentes sur mais pourquoi ces parents-là, ils sont agressifs avec nous et puis ils nous traitent de ci, ils nous traitent de ça. En fait, tout le monde est sous stress. Ça, pour le coup, c'est un point commun, je pense qu'on a tous, parce que je suis persuadée qu'il n'y a aucune personne aujourd'hui qui peut dire vraiment en conscience et enfin ouais, en conscience, tout va bien. Cette situation enfin, est tout à fait normale et j'aime être dans cette situation. Je pense que personne Non. aujourd'hui ne peut dire ça. Donc en Mm. fait, finalement, je pense que c'est important que chacun puisse avoir ces informations et surtout ces 3 réactions biologiques, hein. Encore une fois, ce n'est pas de la psychologie au départ, c'est de la biologie, c'est des systèmes d'adaptation. Pour mieux comprendre aussi ces fameux comportements. Quand au début des confinements, on a vu sur la télé des attroupements dans les magasins, les rayons qui se vidaient, les gens qui faisaient la queue pendant je ne sais pas combien d'heures, c'était une réaction d'affront en fait, hein. Il faut réagir immédiatement, hein. Quand on a vu les autoroutes blindées avec plein de bouchons parce que les gens partaient rapidement dans leur maison de vacances pour se confiner, c'était une réaction de fuite, mais liée à du stress en fait. Et c'est ça pour moi la grande, enfin ce qui est important, c'est que ce ne sont, les gens ont des réactions tout à fait, j'ai envie de dire, normales de stress par rapport à une situation qui est anormale. C'est la situation qu'on vit qui est anormale. Et on Oui, réagit comme on peut en fait. tout à fait. Euh, et
Et on a quand même ces parents, certains parents, qui vont aller jusqu'à dire, à leurs enfants, heu: «Il faut que tu portes le masque, sinon tu vas, tuer mamie. Mmh. Tu vas ramener le virus à la maison, tu vas tuer mamie, papy». Moi, je trouve ça d'une violence quand même. Je pense que même si ses parents ne s'en rendent pas compte, peut-être qu'il y a cette répercussion, comme tu le dis, de la violence qu'eux-mêmes reçoivent, mais pour un enfant en construction, justement, Mmh. ça peut être, quelque chose qui va garder à vie comme Bien sûr. traumatisme. Ben, à vie, alors après, il y a plein de psychologues qui savent traiter les traumatismes. Donc, on s'occupera de ces enfants-là et on s'occupera de ces parents parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de travail pour les psychologues dans les prochains mois, voire les prochaines années. Mais effectivement, un parent qui, j'ai envie de dire, adopte, je dis, de manière assez plaquée le discours gouvernemental, hein, avec des choses assez, même des fois illogiques, c'est un parent sous stress, encore une fois. Et quand on est sous stress, comme je te disais, c'est comme si mon cerveau il est débranché. Donc, je vais reproduire, je vais répéter à mon enfant des choses que moi-même, je t'ai reperdu, des choses que moi-même j'ai entendues. Voilà, mais du coup, tout le monde se fait du tort, en fait. C'est pour ça que ce qui est vraiment important, c'est que chaque parent puisse rebrancher son cerveau, puisse s'apaiser. On y reviendra peut-être en fin de discussion sur les petits outils, hein, les choses qu'on peut tous faire, mais pour retrouver sa capacité à analyser et surtout à nuancer, à sortir de ces pour, contre, de ces pro, anti, de ces gentils, méchants. Parce que ça, quand on va dans les extrêmes, c'est des attitudes, c'est des réactions au stress. Et du coup, on n'arrive plus à nuancer, on n'arrive plus à dire, OK, je peux être d'accord avec telle chose, mais par contre, telle demande, c'est complètement incohérent. Qu'est-ce que tu en penses? On perd aussi notre capacité à se parler, à questionner le voisin, à dire, mais parce qu'on vit tous une situation, comme tu l'as très bien dit, inédite, on n'a jamais été préparé à ça. Et donc, du coup, on a vraiment, en tant que les psychologues, on assiste à des choses qu'on connaît très bien dans le domaine de la psychotraumatologie, c'est-à-dire des effets de sidération, des effets de, ré- de, de répétition de la maltraitance, voilà, mais bien évidemment sans avoir une intention de maltraiter notre enfant, hein. Donc voilà. L'idéal serait quand même que ça ne s'éternise pas, Ah ben on est bien d'accord, on est cette, bien d'accord. situation inédite, parce que l'on voit déjà des dégâts chez les enfants. Mm. Et pour, enfin, on voit les dégâts et on les voit même, on peut même déjà commencer à les quantifier parce Mm. qu'il y a des hôpitaux qui ont commencé, des services pédiatriques qui ont commencé à tirer la sonnette d'alarme, Tout à fait. en indiquant que le nombre d'enfants en dépression, Mm. des enfants en dépression augmente de façon très, très forte. Bien sûr, il y a plus de Euh, 50% hein, d'enfants voilà, qui sont en dépression ou qui ont des idées suicidaires, hein, et encore une fois, on parle des enfants. Moi, je pense aussi aux étudiants et ce qu'ils vivent, hein, mais oui. effectivement, en termes de constat de la santé mentale, c'est alarmant en fait. Alors, il y a beaucoup dans mon entourage aussi, et puis avec les gens que je vois à mon cabinet, beaucoup de gens qui peuvent dire mais moi, mon enfant, il va bien, ça ne lui pose pas de problème, il est même fier de mettre sa pierre à l'édifice et de contribuer à la lutte contre le virus, etc. Bon, évidemment, je me dis, si tout va bien, bah, tout va bien, et tant mieux, voilà, tant mieux, même si j'ai un petit peu des doutes sur le fait d'aller bien dans une situation comme celle qu'on vit. Maintenant, ce que je dis beaucoup, c'est attention, c'est pas parce qu'un enfant ne montre rien que ça signifie qu'il va bien. Mais ça, c'est valable aussi pour nous. Je veux dire, c'est pas parce qu'à des moments, je ne montre pas que je suis mal, parce que je vis une situation compliquée, etc., mais que
je ne sais pas, par rapport à mes amis, je fais bonne figure, que ça signifie que je vais bien à l'intérieur de moi. Donc, on a tous des stratégies pour faire face à du stress, hein, j'en reviens toujours à ce point de départ. Et du coup, j'ai envie de dire aux parents, faites attention à la lecture que vous avez, à l'interprétation que vous avez. Parce que euh, quand un enfant vit depuis autant de temps une situation anormale, ben, il va, oui, s'adapter. Mais c'est une adaptation à une situation qui n'est pas logique en fait. Donc l'adaptation, ça veut dire l'enfant, il va mettre son masque, il va aller à l'école sans rien dire, etc. Et en fait, on ne peut voir une réaction, je dirais, inadaptée chez un enfant ou chez même un adulte que si on provoque du stress en plus. Je vais donner un petit exemple personnel. Euh, Moi, j'avais l'impression que mes enfants allaient plus ou moins bien, mais en tout cas que c'était assez, enfin voilà, même si bon, j'avais quand même une vigilance. Et un jour, on va à l'école et mon fils de 9 ans, je prends conscience qu'en fait, je crois que j'ai oublié de lui mettre ses masques dans son sac en fait. Donc dans la voiture, je lui dis, on était à 2 mètres de l'école et je lui dis, je crois que j'ai oublié de mettre les masques. Et là, il a eu une réaction de stress très intense, hein. Il s'est mis à pleurer, à s'agiter. Il écoutait plus du tout ce que je lui disais. Donc j'avais majoré son stress, évidemment bien involontairement. Mais du coup, j'ai vu à quel point, en fait, ce qu'il laissait apparaître au quotidien n'était pas aussi calme à l'intérieur de lui, parce que il avait cette réaction à un stress intense. Et en fait, une fois que j'ai réussi à le calmer, qu'il a repris ses esprits, on a débriefé un petit peu ensemble. Et ce qu'il m'a dit, mais c'est qu'il allait se faire disputer par la maîtresse. Voilà. Donc si tu veux, les enfants, là, ils apprennent à se soumettre aux injonctions. Ils apprennent à faire des choses même s'ils ne comprennent rien, ou même si papa et maman n'y comprennent rien non plus. Parce que c'est difficile après d'argumenter. Et moi, j'ai du mal à expliquer à mes enfants pourquoi on peut aller faire nos courses et nos soldes en ce moment et ils n'ont pas leur cours de guitare. Enfin, et ça, on ne peut pas l'expliquer. Donc, du coup, nos enfants sont en train de vivre auprès de nous qui on n'arrive pas plus à expliquer rationnellement des choses. Et le problème, alors voilà, j'en finirai là-dessus, c'est que au fur et à mesure, cette, cette suradaptation finalement à quelque chose d'anormal va devenir au fur et à mesure du temps une sorte de norme pour les enfants. Et le risque, c'est que plus tard, dans leur vie d'adulte par exemple, voilà, quand tout ça sera fini, on espère, et ben le risque, c'est pas un coup sûr, mais c'est un risque, c'est que si ces enfants-là se retrouvent dans une situation anormale, pas logique, pas cohérente, eh ben, ils risquent de nouveau de se déconnecter et de faire ce qu'on leur dit. Parce que ce qu'ils vivent aujourd'hui, ça fait des empreintes à l'intérieur de leur cerveau, à l'intérieur de leur construction de leur système nerveux. Et du coup, ils apprennent une sorte de réaction à une situation comme celle qu'on vit. Et s'ils revivent dans le futur une situation similaire, le risque, c'est de nouveau d'adopter une réaction comportementale du même ordre. Oui. Voilà. Euh, et et c'est vrai que c'est préoccupant quand même. Ben oui, C'est surtout l'idée du futur, en fait, qui aujourd'hui nous inquiète parce que ces enfants-là, comment est-ce que ils vont se développer, en fait, puisqu'on a quelque part freiné leur développement naturel, cognitif, sensoriel. Comment est-ce que, voilà, quelles vont être les répercussions, en fait, sur le court, moyen, long terme, en fait, on ne sait pas. Et puis, il y a cette histoire des bébés dans les crèches oui, qui voient aussi que des personnes masquées, des adultes masqués, tout à fait. et qui, on a vu aussi, ont des réactions très euh, anormales quand ils voient ces mêmes personnes qui vont se démasquer. En fait, il y a quand même des choses qui ne vont pas bien, en fait. Là, on comprend qu'il y a une atteinte Bien sûr, psychologique. Alors, bien sur sûr. les bébés, c'est encore plus compliqué à décrire. C'est encore plus inquiétant, hein. Aujourd'hui, on sait que ce que vivent les bébés, c'est vraiment le socle, hein, de leur
de leur système nerveux. C'est comme ça que ça commence en fait. Et donc effectivement, c'est très très préoccupant. Alors heureusement, hein, il y a des masques inclusifs qui commencent à arriver dans les structures petite enfance, hein, j'ai envie de dire, c'est un moindre mal, mais c'est très très préoccupant. Et en fait, moi, je travaille aussi dans des crèches et il y a un petit peu deux retours qui me sont faits. C'est soit des bébés qui sont étrangement calmes depuis 1 an. Alors, je mets des guillemets parce que, en fait, je pense que ce sont juste des bébés qui ont buggé, en fait, hein, qui se sont sidérés parce qu'ils n'ont pas accès à la totalité des expressions. Donc, du coup, ils n'arrivent pas à capter, en fait, et du coup, les processus d'imitation, le babillage. Hein, quand on babille avec un enfant, c'est notre bouche qui travaille. Hein, le bébé, il va répéter, il va nous imiter. Là, les enfants, ils ne voient pas, en fait, ça. Donc, forcément, ça va entraver cette construction. Donc voilà, et il y a aussi un feedback qu'a fait une professionnelle de crèche que j'ai vue la semaine dernière qui me disait à un moment donné, elle était dans la salle de change, donc derrière une vitre, elle était toute seule et elle avait des bébés qui la regardaient et elle s'est autorisée à baisser un peu son masque et de leur faire un grand sourire. Et là, elle m'a dit, j'ai vu les regards des bébés ils se sont ouverts comme ça, quoi. Comme si c'était la première fois qu'ils la voyaient, en tout cas sans masque. Et du coup, là, on capte en fait l'importance fondamentale pour un bébé de voir des expressions entières, j'ai envie de dire. Hein. Oui. Donc, C'est vrai, en fait, en parlant de ce visage vu en fait pour la première fois, mm, ça me rappelle ma fille qui a 6 ans. Et donc, déjà, quand elle était en dernière année de maternelle, c'est là où, on va dire, la pandémie a commencé. Donc, ils ont presque raté, enfin, elle a presque raté son année de grande section. mhm, Et puis, arrivé en septembre, ils se sont retrouvés, les enfants, avec les enseignants masqués, parce que les enseignants portaient déjà le masque en septembre, mais pas les enfants. Quand le masque est devenu obligatoire au mois de novembre, elle m'a dit, mais maman, donc en fait, oui, déjà auparavant, elle m'avait dit, mais tu sais, moi, je sais pas en fait. J'ai dit, oui, ta maîtresse, elle est gentille. Je lui demandais, voilà, quelque chose comme ça. Et elle dit, non, mais j'ai jamais vu ma maîtresse. c'est ça. Et puis, je crois qu'elle avait enlevé son masque un jour. Et puis, elle a dit, oui, maman, j'ai vu ma maîtresse pour la première fois un jour comme ça. Et elle était toute contente, en fait. Et je me suis dit, en fait, pour elle, ne voir qu'une partie, en fait, du visage, c'est comme si pour elle, en fait, la personne n'était pas, enfin, elle n'était pas entière, quoi. Tout à fait. Mais c'est exactement ça, en fait. On perd 50% de l'information, en fait. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens qui, naturellement, sont très expressifs, notamment avec le regard, avec les intonations de voix et tout ça. Mais on n'est pas tous pareils, en fait. Hein. Donc, moi, je me suis surprise au tout début avec ces masques. Je ne sais pas si ça t'est arrivé. Mais quand je parlais à quelqu'un, à des moments, j'enlevais mon masque en disant mais ça m'énerve, j'entends rien. Alors c'était un peu drôle parce que je devais enlever mon masque pour entendre. Mais en fait, notre audition passe aussi par la lecture du visage, en fait. Hein. Donc le fait de ne pas avoir accès à la bouche fait que ça entrave la compréhension de l'autre, forcément. Et pour un bébé, ou pour un enfant, mais c'est fondamental. Un bébé se construit de cette manière-là. Alors, Liz Nathanson en a parlé mercredi aussi, mais un autre point ultra important, c'est que c'est dans les premières années que se construit ce qu'on appelle la sécurité dans l'attachement, en fait. Hein, l'attachement, c'est la manière dont je vais être en relation avec mon parent et comment mon parent, à travers la relation qu'il me renvoie, l'amour qu'il me donne, le regard, etc., comment ça va construire ma sécurité intérieure. Et donc, le fait de grandir auprès de parents, alors certes, qui sont peut-être très, très bienveillants, mais on ne voit pas, ou des adultes, hein, on ne voit pas la moitié de leur visage, fait que cette sécurité d'attachement va être entravée aussi. Et du coup, ça va être très problématique pour ces adultes en devenir.
Oui, oui. Hein? Donc, mais bon, peut-être qu'on verra après les pistes après, mais enfin, peut-être juste en substance, ce que j'ai vraiment envie de dire aux parents et aux professionnels de la petite enfance, hein, c'est que dès que possible, s'ils ont la possibilité de mettre un masque inclusif, là, transparent, mais j'ai envie de dire, faites-le, faites-le. Alors, c'est peut-être moins confortable, j'en suis désolée, mais c'est ultra important pour le développement de ces bébés dont on s'occupe. Et quand enlever le masque est possible, par exemple à la maison avec ses parents, les parents maximiser les relations en fait, maximiser les regards, les jeux, les interactions avec les bébés parce qu'il faut arriver à compenser un petit peu le manque d'interaction et de communication qu'ils ont dans la journée. Donc ça, c'est Mm. vraiment important. On a une énorme responsabilité en tant que parents. Voilà, donc plutôt que de se soumettre à 100%, on peut se dire, OK, il y a plein de choses que je subis, mais j'ai envie de faire ce que je peux pour aider mon enfant malgré tout à se développer au mieux. Oui. C'est vrai que c'est un combat de tous les jours, en fait. Moi, personnellement, j'ai décidé quand, j'ai entendu ma fille dire des choses comme ça, en fait, qu'elle ne reconnaissait pas sa maîtresse, elle était malheureuse parce que les enfants étaient obligés d'avoir une distanciation entre eux, en fait, donc elle qui était toujours habituée, à tenir la main à sa copine, à jouer dans la cour ensemble, ben, petit à petit, en fait, il y avait quelque chose, je sentais qu'elle était malheureuse et que je voyais un traumatisme arriver, en fait. Mmh, mmh. Et j'ai pas voulu, voilà, j'ai pas voulu imposer ça à ma fille. J'ai pas voulu la mettre en danger. Donc, j'ai préféré la retirer Mmh. de l'école, puisque l'IEF, l'instruction en famille, est encore légale, Mmh. alors que c'est un droit constitutionnel quand même, hein. Mmh. Donc, Mmh. qui est aussi mis en danger, on ne sait pas trop pourquoi. Et ça, c'est également un combat que mènent beaucoup de parents, que nous soutenons. Action 21 Lyon, nous les soutenons de tout notre cœur parce que nous sommes aussi des parents maintenant engagés sur l'instruction en famille. Mmh. Mais voilà, c'est un combat. Et qu'est-ce que tu penses justement de ces parents qui sont justement rentrés dans la résistance euh, pour faire valoir leurs droits? Alors nous, on se bat pour deux choses. On se bat pour protéger nos enfants et on se bat aussi pour garder notre droit de parents. Voilà, c'est notre droit parental aussi est mis en danger. Bien sûr. Quel est ton Mmh. regard sur ces actions, sur notre combat? Bah, mon regard, c'est que à partir du moment où on est enfin, on est dans un pays pour le moment où on a encore le droit normalement de s'exprimer, de ne pas être d'accord, d'argumenter, d'échanger en fait. Donc je crois que chaque parent est responsable en conscience en fait de ses attitudes. Et j'insiste sur le mot en conscience parce que pour être en conscience et pour prendre des décisions en conscience sur l'instruction en famille ou sur plein d'autres choses, je dois absolument gérer au mieux mon système de stress, en fait, parce que je ne peux pas prendre une décision rationnelle et réfléchie si je suis sous stress. C'est soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas faire les deux en même temps. Donc, je crois vraiment que ça ne veut pas dire que si je calme mon stress et que je deviens réfléchie, forcément, il faut que j'enlève mes enfants de l'école. Après, chacun fera ce qu'il estime bien de faire. Ce n'est pas à moi de me positionner là-dessus. Mais je pense que comment dire? Si le parent prend les décisions qui lui semblent vraiment les plus cohérentes avec son cœur, avec ce qu'il ressent, avec ses tripes de parent, son enfant ira le mieux possible ou ira le moins mal. Les parents qui sont déconnectés, soumis à du stress, qui comprennent plus rien, qui arrivent pas à argumenter, qui appliquent les choses parce que, voilà, ils peuvent difficilement faire, autrement pour le moment. Les enfants là vont aller mal en fait, hein et p une chose aussi que je voulais rajouter, c'est que, c'est de partir aussi du principe qu'un enfant, il veut toujours que son parent aille le mieux possible. Donc si déjà un enfant, il voit que son parent, il est stressé, il est tendu, il est énervé, voilà, et ben, l'enfant, il va surtout ne rien dire.
il va s'adapter, il va dire que tout va bien et là, on assiste à une sorte d'inversion des rôles, c'est-à-dire que c'est l'enfant qui va apaiser son parent, en fait. Protéger son parent. Qui va protéger, voilà, qui va dire: «Non, tout va bien, t'inquiète pas, je vais bien» et qui va taire son inconfort. Voilà, donc la grande priorité pour moi, quelles que soient après les actions qu'on va mettre en œuvre, instruction en famille ou autre, c'est la cohérence avec ce qu'on ressent et de recabler nos ressentis, nos émotions voilà et je pense que c'est vraiment beaucoup plus adapté selon moi, de dire ce qu'il en est à notre sens, à nos enfants. Moi, j'hésite pas, par exemple, à dire à mes enfants que il y a des fois où j'hésite, mais par contre, telle chose, je trouve pas du tout logique. Voilà. Telle autre, j'hésite un peu. Et puis, celle-ci, je trouve que c'est plutôt adapté. Voilà. Donc, d'instaurer ce que je disais tout à l'heure de la nuance Mm. et que nos enfants, en fait, l'idée, c'est que ce qu'ils ressentent à l'intérieur, mais qu'ils n'arrivent pas à nommer parce que, un, ils sont petits, deux, ils veulent prendre soin de nous, etc., que ce que nos enfants ressentent à l'intérieur d'eux, ça puisse être validé par le parent. Ah, maman, elle dit que c'est pas très normal ce qu'on vit. Ah, ouf! Parce que c'est ce que je ressens dans mon corps d'enfant. Parce que si je ressens que c'est pas très normal, c'est pas très logique ce qu'on vit, mais que maman ou papa, hein, me dit, «Tout va bien, c'est normal ce qu'il faut faire» et cetera, il y a une sorte de c'est pas, c'est pas cohérent entre le ressenti que j'ai et le discours du parent. Voilà. Donc voilà, prendre soin de nous, s'apaiser, rebrancher notre cerveau pour nuancer les choses et 2, avoir un discours le plus authentique possible et puis on peut dire à nos enfants, que c'est une situation, inédite, qu'on essaye des choses et cetera, mais que ce sont les adultes qui s'en occupent. C'est aux adultes de s'occuper de cette histoire, c'est pas aux enfants et c'est là où le Alors, discours gouvernemental me met dans une colère folle quand j'ai vu ces pubs, et quand j'entends ces spots de radio et que quand je lis ces slogans, là, pour le coup, les personnes qui font ça ne peuvent pas ignorer que culpabiliser un enfant ou lui faire peur sur, «Tu vas tuer un tel ou un tel», pour moi, ça, effectivement, c'est des attitudes maltraitantes. Voilà. voilà. Euh, C'est ni plus ni moins que ça. C'est pas normal. C'est ça. Et nous, c'est là où effectivement, en fait, on n'est pas trop, en fait, nous, on l'a perçu, et d'ailleurs, on a lancé une opération sur Twitter avec un hashtag qui est maltraitance, masque enfant, maltraitance légale. Et donc, parce que on le sent comme une légalisation d'actes de maltraitance sur les enfants. Mmh. Même si c'est annoncé comme mesure nécessaire pour lutter contre une crise sanitaire, il n'y a aucune justification scientifique ou médicale qui aujourd'hui nous enfin, conforte cette mesure de masque pour les enfants. Et surtout les enfants en bas âge, comme les 6-10 ans, en fait, qui sont carrément hors de tout ce qui est ni vecteur, ni porteur. Depuis le début, il y a eu des études qui l'ont confirmé. Donc voilà, c'est un petit peu une grande incompréhension. Il y a de plus en plus d'études en fait qui sortent. Donc au bout d'un moment, je pense qu'on aura fait le tour du monde avec les études et que peut-être que ça arrivera jusqu'aux oreilles de notre gouvernement Mmh. et qu'ils se décideront à réagir en conséquence. En tout cas, c'est vrai que là, en fait, tu nous as bien expliqué la relation du stress dans le comportement, la conséquence du comportement vis-à-vis du stress ressenti. Mmh. Euh, et on a en fait peut-être des outils. Donc, il faut aller voir un psychologue. Déjà, je pense. Alors oui, mais sans passer par la case psychologue, il y a des choses toutes simples à faire, hein. C'est du bon sens en même temps, hein. Alors bien sûr, si la situation est trop difficile, mais encore une fois, on devrait faire aussi un hashtag, maltraitance parents.
Hein. Alors l'idée, c'est pas de nous plaindre, mais c'est de dire: «Je suis en colère parce qu'on malmène mon statut de parent. On ne me permet plus de prendre soin de mon enfant parce qu'on me fait peur. On me donne des discours, des injonctions paradoxales et du coup, si je suis insécurisée, je ne peux pas sécuriser mon enfant et avoir une attitude bienveillante». Donc j'ai envie de dire, moi, j'ai plutôt envie de dire, parents, enfin, comment dire? Reprenez, votre droit d'être parent et ne nous trompons pas de combat encore une fois, hein. C'est ça, c'est important. Alors pour répondre à ta question, enfin que tu m'as peut-être pas posée, je ne sais pas s'il y avait une question, mais sur les pistes en fait, c'est Oui, ça? c'est Comment on si. peut faire? Oui, Alors, on peut aller sur la case psychologue, mais on est alors je parle en mon nom, mais aussi au nom de beaucoup, beaucoup de mes confrères consoeurs, on est submergés de demandes d'aide depuis des mois et c'est normal, hein, on s'y préparait et on va le faire, hein, il y a pas de souci. Mais, j'ai envie de dire déjà, faites attention aux informations, hein. Mais ça, je le dis de toute façon à chaque fois qu'il y a un traumatisme, hein, dans notre société. Je fais beaucoup de webinaires parents pour les parents et tout ça. À chaque fois, je suis intervenue, par exemple, quand il y a eu les attentats, je fais: «Attention, coupez-vous des informations parce que ça alimente votre stress, en fait. Donc coupez-vous des informations qui sont stressantes, ça ne sert pas à grand chose». Le stress, il n'a jamais résolu un problème, hein, selon moi, donc il faut vraiment se préserver de ça. Aller chercher de l'information peut-être ailleurs. J'ai envie de dire déjà en parlant, aux gens autour de vous, allez questionner les points de vue, mais n'essayez pas de convaincre, hein. Parce que là encore on tombe facilement dans un faux débat, un faux combat, en fait. L'idée, c'est pas de convaincre, c'est de se dire: «Voilà moi où j'en suis». J'oscille entre des positionnements, il y a des choses qui sont pas claires, il y a des choses qui le deviennent plus et cetera et partageons entre parents. C'est comme ça qu'on peut se soutenir. Arrêtons de juger ce que fait l'autre parce que nous-mêmes à des moments on n'est pas enfin on est en difficulté, hein. Donc vraiment, retrouvons du lien social et bien évidemment là, je parle, c'est à juste titre parce que le confinement, ça nous a empêchés aussi d'être en lien. Voilà. Donc retrouvons ce lien, partageons nos points de vue en sortant des convictions et des, «je sais, tu ignores», «je t'apprends, tu exécutes» et cetera, de ce truc binaire qui de toute façon, ne sert pas. Au quotidien, alors ça paraît peut-être bête à dire, mais au quotidien, valorisons, faisons encore plus des choses qui avant, dans le monde d'avant, nous semblaient communes. La musique, le chant, les jeux, le rire, cuisiner, bref, des petites choses, mais quand on ne peut plus les faire, elles deviennent, importantes, hein. Donc j'ai envie de dire, retrouvons ces petits plaisirs du quotidien qu'on avait peut-être oubliés. Hem, je regardons les bons souvenirs, regardons les vidéos, regardons les photos, hem, rappelons à notre cerveau les bons moments qu'on a passés aussi, hein, parce que ça va vraiment, nous aider à passer sur le circuit, des choses agréables, hein, et ça fait du bien, hein, et ça c'est pas psy, hein, c'est hormonal aussi, hein. Quand j'accède à des bons moments, quand je fais des câlins, quand je regarde quelqu'un sourire, quand je regarde des photos et cetera ou quand je me fais du bien tout simplement, ça fait plein d'hormones de plaisir et de bien-être, hein, et ça calme le stress, hein. C'est un peu comme une jauge en fait. Soit je suis stressée et mes hormones de plaisir et de bien-être sont basses ou soit, voilà, ça fait comme ça. Donc vu qu'en ce moment c'est un peu compliqué de calmer notre stress, ben, augmentons, les moments de plaisir et ça va être aidant. Bien évidemment, il n'y a rien de magique, mais ça va être aidant. Après, et encore une fois, c'est un peu le paradoxe, mais j'ai envie de dire, faisons du sport. Il faut absolument bouger en fait, hein. Donc le confinement, c'est un non-sens, la fermeture des salles de sport, c'est un oui. non-sens et pour les enfants, n'en parlons pas, hein, c'est un non-sens. Donc après, on va s'étonner qu'il y a des enfants qui sont agités en classe et qui écoutent pas. Ben, c'est normal, ils ont pas pu se décharger, comme ils ont besoin en fait. Donc voilà, faisons, amenons les enfants dans les écoles, marcher, dans la rue en fait, allons au square à côté, bref, faisons quelque chose, mais faisons essayons en tout cas et en famille bien évidemment, sortons dès que possible. Les enfants, ils ont besoin de se défouler et nous, c'est important aussi, hein. Mmh. Hem, voilà, un Et, petit peu et les comment, choses. alors on a presque fini. J'aurais voulu te demander par rapport aux collégiens, euh,
Alors, c'est deux publics différents, les collégiens et les lycéens. Les lycéens, c'est presque des adultes. Je pense qu'ils ont une autonomie qui est quand même plus grande que les collégiens. Et les collégiens, ils sont entre deux, c'est-à-dire que c'est des enfants, voilà, ils sont entre ces préadolescents. Pour eux, j'ai des neveux et nièces, et moi, franchement, ils vont au collège avec le masque. Voilà, moi, ça me retourne, en fait, quand je les vois. Et en fait, il y a, pareil, hein, la psychose des profs, parce que l'autre jour, j'ai ma nièce qui me disait, mais quand on fait du sport, le prof ne nous dit pas d'enlever le masque, alors du coup, on le garde. Et, et donc, je lui demande, mais est-ce que vous êtes obligé de le garder? Non, en fait, il dit que si vous avez envie de l'enlever, vous pouvez. Ça veut dire que déjà, un professeur de sport, il est très bien formé sur la nécessité d'oxygénation. Ça fait partie de son cursus. Mais encore une fois, là, je pense qu'il y a le côté facteur psychologique qui n'arrive pas à décoincer ses profs et qui arrive à des inepties comme amener des enfants à faire du sport avec un masque, qui est du coup là vraiment dangereux. On a eu le cas dans ce collège dans le Nord où suite à une classe donc, de PS, on a eu 20 enfants qui sont tombés. Je ne sais pas si tu as été… non, tu as eu la… Voilà, ils sont tombés, les enfants, ils ont fait des malaises. Et il y en a 5 qui ont terminé à l'hôpital. D'accord. Donc, c'est quand même très grave. Donc, en fait, déjà, deux choses. Donc, ces enfants, c'est collégien. C'est pas des enfants, encore pas des ados. Pour eux, c'est comment, en fait? C'est dans la psychologie, comment est-ce qu'on pourrait l'interpréter? Bah, je ne sais pas si tu te souviens de tes années collège, mais les années collège, c'est effectivement les années des relations sociales, des relations aux autres. On s'observe, on se chahute, on se taquine, on s'identifie, hein, aux autres, à un groupe de pairs, hein. C'est vraiment le moment où la sociabilisation est à son maximum, en fait, hein. Donc, c'est encore une fois, l'imposition du masque, du coup, les prive de plein de choses, hein. Je pense bien évidemment aussi à toute la panoplie, pardon, le nombre d'enfants qui ont des troubles de l'oralité, des troubles orthophoniques, des enfants qui sont timides, qui ne sont pas à l'aise en groupe. Donc, bien sûr que tous ces enfants déjà fragiles, hein, et qui ont besoin qu'on les encourage, qui se sentent en confiance, ils sont d'autant plus fragilisés, en fait, hein, par ce masque. Et vraiment, la question de l'imitation est extrêmement importante dans cette tranche d'âge. Et là, il y a des choses qui peuvent se faire de manière différente, en fait, hein, qu'habituellement. Donc forcément, ça peut effectivement, on peut trouver après des ados qui vont avoir un peu, comment dire, un peu peur de l'autre, manque de confiance en soi, timidité excessive, difficulté à prendre la parole en groupe, hein, à se faire entendre. Donc, bien sûr que ça a des conséquences qui sont énormes à cet âge-là. Et pour L'adolescence, c'est vraiment, pardon, un cap, hein, dans la construction de la personnalité, hein. C'est vraiment là où il y a beaucoup de choses qui se jouent. Alors déjà que c'est pas un âge simple parce ouais, que justement, il y a des relations pas faciles, hein, au collège, on vit des choses pas simples. Donc là, c'est maximisé aussi. ouais. Et pour les lycéens, nous, ce qui nous étonne, c'est qu'ils sont quand même. Moi, si je me souviens de mes années lycée, j'étais plutôt rebelle, donc j'ai encore gardé, on va dire, la fibre. mais mais je suis stupéfaite de voir ces lycéens qui sont si dociles, en fait. Et on dirait qu'ils ont emboîté le pas à ces adultes qui se sont résignés face à cette crise sanitaire. En fait, ils sont peut-être déjà dans leur vie d'adulte, en fait.
Alors, ils sont en construction, hein. Oublie pas que le cerveau, il finit sa construction à 25 ans, donc ils sont encore en cours de construction. Mais je pense, alors, ta remarque me parle beaucoup parce que pas plus tard que la semaine dernière, moi j'ai une lycéenne que je vois en consultation et je lui faisais exactement cette même remarque. Donc après lui avoir demandé comment elle allait, je lui ai dit qu'habituellement, c'est vrai que j'avais une représentation des lycéens ou des étudiants, hein, qui peuvent manifester, faire entendre leur voix. Et en fait, ce qu'elle m'a dit, et je pense vraiment que c'est un vécu assez général, elle me dit, je suis épuisée et je suis résignée parce Ouais. que je tourne en rond dans ma chambre, parce que je vois plus mes amis, parce que, il paraît que, je suis dangereuse, alors que je vais bien, mais il paraît que je suis dangereuse. Donc en fait, je pense que les grands oubliés, hein, c'est il y a pas de collectif à mon sens des pour les lycéens et tout ça, enfin peut-être, mais sur l'enfance en général, mais les lycéens et les étudiants sont vraiment, vraiment une population en grande souffrance, je pense. Alors, j'étais ravie de voir il y a 2 jours, je crois, à Lyon, qu'il y a eu une manifestation étudiante, hein. Ils sont sortis dans la Ouais. rue et alors, ils avaient tous leur masque, hein, mais au moins ils faisaient entendre leur voix. Et j'ai envie de dire, ouh, voilà, ça c'est un élan de vie en fait. C'est un élan de vie pour dire, mais comment pouvons-nous justifier, encore une fois, hein, qu'on aille faire nos soldes? Bon, certes, il faut rentrer à 18 heures, on n'est pas content, mais on va dans les grands magasins et qu'un étudiant ne peut pas aller s'asseoir dans un amphi pour Ouais. écouter un prof. C'est un non-sens. Sauf Mhm. que je pense que les étudiants, comme ça fait longtemps que ça dure et qu'ils sont coupés de leur vie sociale extrêmement importante depuis longtemps, ils sont un petit peu dans ma troisième réaction au stress, qui est le figement, en fait, le bug. Ils sont Mhm. résignés, ils sont épuisés et la priorité, avant d'aller manifester, ça va être de prendre soin de soi, de récupérer, de retrouver du lien, de faire des petites choses qu'on aime bien, ou ne serait-ce qu'une petite chose par jour qui n'a pas été trop mal, pour petit à petit, hein, on va être en convalescence un moment, hein, mais petit à petit retrouver cet élan de vie en fait, hein. Et Mhm. évidemment, ne pas rester seul. Dire, si vous connaissez des étudiants ou des collégiens, peu importe, hein, mais qui sont dans une solitude, qui disent rien, qui semblent aller bien, warning, 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 quoi. Mhm. Si, Vraiment. il y a quand même des collectifs D'accord. et même dans nos collectifs, dans notre collectif, il y a des mamans qui ont des Hmm. enfants au collège, au lycée. Euh, Après, donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile à défendre auprès de nos dirigeants. Déjà, si on arrive à faire reculer ce masque chez les petits, peut-être que ben, on a eu un député de Lyon qui s'est félicité d'avoir distribué 200 000 masques dans les maternelles. Donc, Hmm. est-ce que les maternelles vont bientôt devoir se masquer? C'est quelque chose qui est également en question. Donc, nous, on espère vraiment déjà, dans un premier temps, protéger les plus petits. Et bien sûr que bah, nos enfants, qu'ils aient 8 ans ou 18 ans, c'est Hmm. toujours nos enfants et on les défendra quoi qu'il arrive. Hmm. Bien sûr. Euh, Par contre, donc là, je te remercie beaucoup, Johanna. De On rien, a Sheila. passé 1 heure à essayer de comprendre vraiment ce qui nous arrive et le vécu de nos enfants au niveau psychologique grâce à toi. On a certainement compris déjà beaucoup de choses. Je te remercie beaucoup de nous avoir apporté ton éclairage de spécialiste, de psychologue. Je voudrais terminer en te demandant ton message à l'attention des parents, des enfants, de tout le monde. Hmm. Faites attention aux apparences. Je reprends ma phrase, hein. C'est pas parce que votre enfant ne montre rien ou ne dit rien ou dit tout simplement je vais bien que ça signifie que c'est sa réalité. Creusez, vérifiez, observez-le dans ses attitudes, observez sa vitalité, comment elle est sa vitalité, son énergie, hein. Est-ce que vous reconnaissez votre enfant? Est-ce qu'il y a des signes qui ne sont pas habituels chez lui, hein, parce que, et ça peut être très subtil, hein, il y a des enfants qui le manifestent clairement, hein, qui vont mal, mais la plupart du temps, un enfant, ça va être beaucoup plus insidieux et beaucoup plus sourd, donc faites attention. Mais j'ai envie de dire, pour avoir cette capacité de vigilance, et de faire les choses, comment dire,
d'être parent en conscience, il faut avant tout que vous preniez soin de vous et que vous puissiez arrêter, enfin, comment dire, arrêter. Je suis en colère contre la maltraitance qu'on impose aussi aux parents, parce que du coup, on les empêche de faire leur job de parents et du coup de sécuriser les enfants. Donc, c'est ultra important, selon moi, de prendre soin de soi en tant que parent pour ensuite pouvoir prendre soin de nos enfants. Un parent qui va mal ne pourra pas être vigilant à son enfant, c'est pas possible. Donc voilà, je pense que la difficulté, enfin la situation est loin d'être terminée. Je ne veux pas être pessimiste, mais je pense qu'il faut se préparer. Et pour se préparer, c'est aller chercher de la ressource. Aller essayer de reconnecter à ces petites choses qui font de vous un être humain, le lien, les choses que vous aimez, ne serait-ce qu'un tout petit peu par jour, en fait, hein. Voilà, et ça, je pense, comme ça que les personnes vont pouvoir rebrancher leur cerveau, remettre de la nuance, sortir de ces conflits qui n'ont pas de sens, arrêtons les combats qui n'engendrent rien de positif, et pour qu'à un moment donné, la vie reprenne le dessus, en fait. Oui, Voilà. je te remercie beaucoup pour ce message, Johanna. C'était vraiment un plaisir de t'avoir, de t'entendre. Donc, c'est vraiment quelque chose de très positif pour nous aujourd'hui. Donc, je te remercie encore Avec plaisir. et, euh, et j'espère qu'on arrivera effectivement à, à garder, nous en tant que parents, à être assez forts psychologiquement, mentalement, pour Mm. arriver à défendre au mieux, protéger au mieux nos enfants. Mm. Je te remercie et je te souhaite Merci, une bonne Sheila. soirée. Au Merci revoir. également. Au revoir. Au revoir, Johanna. Au revoir, Sheila.